Donc, une fois de plus, bonjour aux nouveaux arrivants. L'objectif du jour, c'est de vous faire notre deuxième webinaire. Donc, il s'appelle les rendez-vous énergistes. Le premier ayant eu lieu le 11 février. Celui-ci nous permet d'aborder la continuité de l'Aéro 2020 sur des sujets que nous n'avons pas pris le temps d'évoquer la dernière fois, puisque ces sujets sont quand même assez denses et l'objectif, c'est de ne pas vous prendre trop de temps dans un seul webinaire. Donc là, on est parti ensemble pour, je pense, à peu près une demi-heure d'informations sur les différents piliers de l'ARE. Donc déjà, pour revenir à faire un petit point rapide sur le planning, donc la dernière fois, nous étions donc avant le 18 février, donc avant la dernière communication du ministère. Cette communication du ministère n'a pas apporté d'éléments tellement nouveaux finalement, mais plutôt une concrétisation de la date d'application qui donc s'avère être le 1er janvier 2022 pour date de dépôt de PC, comme traditionnellement avec les nouvelles réglementations. Donc, nous avons donc maintenant 9 mois pour continuer à nous préparer sereinement et trouver les bonnes solutions pour modifier nos modes constructifs et nos projets en général. Pour ce qui est de la sortie des textes et de la sortie des moteurs de calcul définitifs, là, c'est un peu plus nébuleux, on n'a pas vraiment de date, donc on espérait d'ici fin mars, sachant qu'on est déjà mi-mars, je ne sais pas vous répondre si nous ne les aurons ou pas. Néanmoins, dès que nous aurons ces éléments-là, nous pourrons commencer à rentrer encore plus dans le concret. Aujourd'hui, les résultats que je vais vous présenter donc, restent évidemment provisoires et informatifs, mais donnent quand même des tendances, puisqu'on s'appuie sur des simulations qu'on a pu faire via le moteur de calcul Maestro du CSTB, qui est donc le moteur de calcul provisoire et qui, comme son nom l'indique, ne donne pas des résultats qui sont forcément définitifs, mais donne bien des tendances sur les obligations à venir. Donc, pour rappel, la dernière fois, on a parlé du premier pilier qui était la performance énergétique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les deux autres piliers de l'ARE 2020, à savoir l'impact carbone, ou l'analyse de cycle de vie, on l'appelle un peu comme on veut, elle veut dire la même chose. Et la deuxième chose, c'est l'amélioration du confort de vie ou du confort d'été plus exactement. Donc, dans un premier temps, travaillons sur la performance environnementale, qui est donc une des nouveautés, même si c'est une demi-nouveauté, puisque lors dans l'expérimentation E plus C- que nous avons vécu dans les 3 dernières années, on avait déjà cet aspect environnemental à prendre en compte. Néanmoins, il y a quelques ajustements qui ont été faits et maintenant on rentre dans le concret, tout simplement. Donc, l'analyse de cycle de vie pour le bilan ACV, c'est quoi? C'est le bilan de la construction, c'est donc l'ensemble des matériaux et matériels qui sont présents dans vos futures constructions, et le bilan exploitation qui représente, lui, les consommations sur la durée de vie du bâtiment, durée de vie étant estimée pour le calcul, bien sûr, parce que j'espère bien que toutes les maisons et les logements collectifs vont durer un peu plus de 50 ans. Néanmoins, le calcul se fait sur les 50 premières années de vie du logement. 3 contributeurs sont identifiés pour faire ce calcul. Les 2 premiers qui sont regroupés dans un même indicateur sont les composants et le chantier. Donc, les composants pour qualifier l'ensemble des produits et des matériels qui sont dans le logement, et le chantier qui est apparu du coup depuis le 18 février dans le calcul. Donc, pour l'instant, c'est un peu tôt pour vous dire comment il sera calculé, mais vraisemblablement, ce sera sous forme de forfait. Puisque c'est un peu difficile de quantifier les consommations liées au chantier au cas par cas. Et dans un deuxième indicateur, donc la partie énergie, qui est donc, elle, 100% liée aux consommations que nous aurons préalablement réalisées sur la performance énergétique. Quelles sont les évolutions? Quand je vous dis évolution, c'est plutôt des nouveautés finalement, puisqu'on n'avait pas ce calcul à faire avec la RT 2012, mais c'est plutôt des évolutions par rapport à l'aspect expérimentation qu'on a vécu précédemment. Donc, la première, c'est la surface de référence, donc, qui est, comme pour la partie performance énergétique, la surface habitable, puisque comme ça, on a une seule surface pour l'ensemble de nos calculs, et ce sera tellement plus simple ainsi. Donc, tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une des deuxièmes évolutions importantes et fortement demandées par le marché, c'est la suppression de la prise en compte de la parcelle. Donc, pour ceux qui se souviennent, dans l'expérimentation, on devait prendre l'ensemble des éléments présents sur le dossier de PC, et donc y compris les extérieurs liés à la parcelle.
tous ces éléments-là sortent du calcul dans la future Aéro 2020. Troisième point est quand même assez important, c'est des modulations qui ont été apportées liées au parking, en particulier parking souterrain, donc c'est plutôt pour les bâtiments collectifs, et aux fondations, puisque il a été identifié que les fondations spéciales liées à des terrains de mauvaise qualité engendraient des surconsommations fortes au niveau du carbone. Donc l'idée, c'est de ne pas pénaliser des projets qui seraient sur des terrains de mauvaise qualité via des fondations qui seraient plus ou moins performantes et plus ou moins impactantes au niveau du carbone. Et le dernier point, donc pour vous, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau ou de compréhensible facilement, c'est la partie méthode de calcul. Donc dans l'expérimentation, on travaille sur une méthode de calcul statique. Et désormais, on va travailler sur une méthode de calcul dynamique. Donc, pour simplifier, la méthode de calcul dynamique a pour objectif de valoriser la partie stockage carbone et donc la notion de puits carbone essentiellement liée à des utilisations de matériaux et matériels qui seraient biosourcés. Donc, les deux indicateurs réglementaires qu'on va utiliser dans les prochaines années sont le IC énergie, donc pour indicateur carbone de l'énergie, donc qui est lié aux consommations, et le IC composant, qui est lui donc lié à la construction dans son ensemble. Les deux indicateurs que vous avez ici sont des indicateurs qui sont complètement décorrélés, c'est-à-dire que les deux ont leur propre objectif et devront être respectés l'un en parallèle de l'autre. Donc, les annonces du ministère, elles ont été reconfirmées le 18 février. C'est la volonté de sortir les énergies fossiles des logements neufs à horizon 2025. Donc ça, c'était déjà le cas le 24 novembre, c'est ce qui avait créé beaucoup de buzz et beaucoup de mouvements sur le marché. Donc à horizon 2025, le souhait, c'est de sortir vraiment toutes les énergies fossiles, donc essentiellement le gaz, parce que finalement le fuel dans le logement neuf est très peu présent, pour ne pas dire pas présent du tout. Donc finalement, l'énergie fossile, il ne reste que le gaz. Donc quelles seront les énergies pour demain? Eh bien, pour l'instant, on peut dire que ce sera les mêmes. Reste à voir le résultat qu'on obtiendra dans les calculs, et ça, on va l'évoquer par la suite de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Petit point sur les seuils. Le premier seuil, donc, qui est le IC énergie, voilà, je vous ai mis les valeurs. Donc, pour l'instant, elles sont clairement informatives pour vous, puisqu'il va falloir qu'on fasse des simulations ensemble pour voir un petit peu ce que ça représente. Mais néanmoins, voilà, ça permet de commencer à se projeter sur des valeurs qui vont nous suivre dans les prochaines années. Le IC énergie, tout comme les autres indicateurs, est modulé en fonction de la zone géographique et des surfaces, essentiellement. Donc, ça va donner des évolutions sur la base du seuil pivot que vous avez ici indiqué. Comment cet indicateur va évoluer? Il est essentiellement lié aux consommations, bien sûr, mais aussi aux facteurs d'émission des énergies. Donc, je vous ai remis ici les principales énergies qu'on retrouve pour information. Donc, on voit pourquoi le gaz va souffrir fortement, puisque par rapport à l'élec, il est globalement 3 fois plus impactant sur les gaz à effet de serre. Et je ne vous parle même pas de l'écart par rapport au bois granulé. Donc, c'est ce qui fait que finalement, les calculs en IC énergie dans les deux énergies bois et élec est relativement accessible, pour ne pas dire très accessible. Et je vais vous montrer des exemples par la suite de résultats qu'on a pu ressortir sur un cas classique. Donc ici, un petit tableau qui va regrouper les génies climatiques classiques, les mixtes pour le chauffage et l'eau chaude qu'on a pu observer dans la RT 2012. Il y en a quand même quelques-uns. D'abord, les systèmes gaz. Donc, on a simplement mis ici le système gaz mixte, c'est-à-dire chaudière gaz indif plus panneau photovoltaïque et chaudière gaz plus ballon thermodynamique. Donc, les trois colonnes, elles sont CEP. Vous voyez qu'au niveau du CEP, il n'y a pas de difficulté outre mesure pour atteindre les objectifs. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Non, la mauvaise nouvelle et qu'on attendait, c'est vraiment la difficulté d'atteindre du IC énergie. Puisque vous voyez que les écarts sont abyssaux pour ce qui est de la chaudière mixte et vraiment très, très contraignant pour ce qui est de la chaudière gaz plus du ballon thermo. Autrement dit, ces deux systèmes vont naturellement sortir du marché à horizon 2022 par cette complexité d'atteinte de l'objectif. Pour ce qui est des systèmes bois et élec, globalement, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Tous les systèmes, que ce soit pack double service, pack air en split, pack air en gainable,
et poêle à granulés respectent les objectifs en l'état. Donc, c'est des systèmes du coup, que vous pourrez démocratiser de manière courante sur vos futures ventes. Un petit point sur la partie effet joule quand même, puisque là aussi, les annonces du ministère étaient de dire nous ne ferons pas de convecteurs, parce que c'est ça qu'ils ont évoqué. Donc, convecteurs, évidemment, on n'en fait plus depuis bien longtemps, mais on va parler de panneaux rayonnants quand on parle d'effet joule. On voit que la difficulté d'atteindre l'objectif, elle est vraiment liée à la partie non renouvelable et donc importation des énergies. Dans ce cas-là, je vous ai mis oui, mais c'est une coquille. Le bilan carbone énergie n'est pas conforme et donc l'atteinte de l'objectif n'est pas réalisée. Juste pour information, on a essayé de simuler des génies climatiques alternatifs. Donc, le seul qu'on a trouvé pour l'instant, en tout cas en attendant mieux, c'est qui fonctionne dans la future RE, c'est le bois, la bois bûche, donc avec un ballon thermo. Donc, il vaut ce qu'il vaut. Sachez simplement que ça fonctionne, mais voilà, je ne peux pas vous dire de faire ce système de manière courante. Cette petite courbe simple qui est visuellement intéressante, c'est que vous voyez que la partie, l'objectif ici énergie est constant en maison individuelle puisque c'est la courbe orange. Donc, l'objectif est très, très bas et il n'évolue pas. Bon, heureusement, disons qu'il n'évolue pas vers le bas. Pour ce qui est de la partie collective, l'objectif à 2022 est plutôt atteignable, disons. Il est beaucoup plus haut qu'en maison, mais par contre, il va drastiquement diminuer d'ici à 3 ans. Donc, ça nous laissera 3 ans pour trouver des bonnes solutions a priori pour progresser sur cette partie consommation de chauffage et d'eau chaude en particulier. Voilà pour la partie IC énergie. Maintenant, la partie IC composants. Donc, vraiment, on va se focaliser sur la partie constructive des logements en général. Je vous ai remis ici des objectifs donc en maison et en collectif. Une fois de plus, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de se dire « Ok, je suis bon, je ne suis pas bon ». C'est vraiment plus pour vous projeter sur ces nouveaux chiffres et commencer à vous en imprégner. Toujours moduler en fonction de certains objectifs, en fonction de certaines surfaces. Donc ça va être des choses qui vont nous suivre du coup dans les prochaines années. Même courbe que tout à l'heure, mais pour la partie composants, donc vous constaterez facilement qu'il y a une différence de réflexion, parce que cette fois-ci, les objectifs sont progressifs. Sur les 10 prochaines années, on va avoir des seuils qui vont diminuer gentiment, mais sûrement. Donc, ce qui est plutôt pertinent, puisque ça va permettre à toute la filière et à nous tous, professionnels du bâtiment, de trouver des bonnes solutions, de commencer à faire des petites expérimentations sur des nouveaux produits, de laisser nos amis industriels travailler et trouver eux aussi des solutions à nous apporter pour diminuer l'impact carbone des projets. Donc, vraiment, je trouve que c'est plutôt intelligent de ce point de vue-là. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait sur l'énergie? Très bonne question. Ça aurait été pertinent peut-être de le faire aussi pour ne pas que la marche soit trop haute sur la partie énergie. Et donc, à 2031, les objectifs, 2030, les objectifs vont baisser de 30 à 40% par rapport à l'objectif initial. Donc, comment ce calcul il va se faire? Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des différentes fiches de données environnementales. Donc, ça va être les fiches FDES pour les matériaux et les fiches PEP pour les matériels, donc du génie climatique essentiellement. Toutes ces fiches devront être référencées sur une base qui s'appelle IGNES. Pas de référencement égale pas de prise en compte possible. Donc là encore, ça va être vraiment un travail d'industriel de valoriser tous leurs produits pour qu'on puisse, nous, en tant que bureau d'études, les intégrer et les valoriser justement à leur juste valeur. Donc, une fiche de FDES a pour objectif de qualifier l'impact à effet de serre de chacun des produits tout au long du cycle de vie. En parlant du cycle de vie, voilà ce que représente une fiche FDES. Donc, on parle bien de l'extraction du minerai ou en tout cas de la matière première qu'on peut avoir pour produire un matériau. Et ensuite, on a toute la chaîne à respecter jusqu'à la fin de vie, à sa destruction et son recyclage. Une petite nouveauté qui aujourd'hui reste à valider, c'est le fameux module D. Donc, quand je dis fameux, c'est que je pense que beaucoup n'ont pas forcément entendu parler de ça. Le module D étant une des parties des FDES qui aujourd'hui en statique n'était pas pris en compte, mais en dynamique, on va pouvoir valoriser la revalorisation énergétique ou le recyclage de certains matériaux
le module D étant particulièrement favorable lorsqu'on est avec des matériaux biosourcés. Au niveau des fiches FDES, donc, il va y avoir quand même pas mal de mouvements à attendre, puisque on a 3 niveaux de performance, disons. Le premier qui est le plus défavorable, qui est la fiche par défaut qui a été créée par le CSTB. Donc, en gros, le CSTB a eu à un moment besoin de qualifier des produits qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas qualifiés plutôt sur le marché par les industriels. Donc, cette fiche, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins, ça veut dire qu'on peut prendre en compte l'ensemble des éléments d'un logement. La deuxième, qui est la fiche collective, qui est bien entendu bien plus performante que la fiche par défaut. L'objectif des fiches collectives, c'est vraiment un regroupement d'industriels sur un même produit qui va permettre d'avoir une fiche technique qui représente un produit. Elle sera forcément moins précise qu'une fiche d'un industriel particulier, mais qui a l'intérêt d'avoir quand même un gain important par rapport à une fiche par défaut. Et là aussi, je vous montrerai des exemples à la fin, et ce sera beaucoup plus parlant. Mais l'objectif vraiment de ces 3 niveaux, c'est à chaque fois d'avoir du gain sur le bilan carbone sur chacun des produits qui est identifié dans le logement, puisque tous les produits devront être pris en compte, que ce soit le gros œuvre, le second œuvre, mais également les finitions. Et les finitions, aujourd'hui, on voit que c'est là-dessus qu'il y a le plus de fiches par défaut et peut-être le plus de gains à attendre, et également donc, les équipements. Pour le moment, la prise en compte va se faire par lot comme elle se faisait en expérimentation. Quand je dis pour le moment, c'est parce que dans les prétextes qu'on a reçus en fin d'année dernière, ces lots-là n'ont pas été identifiés en tant que tels. Donc, pour le moment, on part sur les mêmes hypothèses, ce qui paraît logique. La seule différence, c'est que sur la partie lot détaillé et lot forfaitaire, pour l'instant, on n'est pas sûr de ce qu'on peut dire, puisque la partie lot détaillé, bon, je pense qu'on peut être sûr, puisqu'on pouvait le faire avant, donc on peut toujours le faire. Néanmoins, les lots forfaitaires, en particulier le lot 8, a une impact tellement importante que ce serait pertinent de pouvoir le détailler pour justement commencer à se projeter sur les futures obligations de 2025 et 2028. Pour information, le lot 8 représentait environ 130 dans l'expérimentation. Quand je dis 130, c'est à comparer aux 640 globales dans une maison, par exemple. Et quand on le détaille, potentiellement, on peut le diviser par 2. Plus ou moins divisé par 2, donc on peut gagner déjà entre 50 et 80 kilos juste sur un lot en se donnant le mal de le détailler. Donc ça peut quand même toutefois être très intéressant. Donc, quelle est la piste pour limiter les émissions de carbone? La piste, elle est simple, hein, c'est de valoriser des matériaux bas carbone. Donc, pour le moment, les matériaux qu'on a dans la construction traditionnelle fonctionnent bien, puisque les objectifs sont assez atteignables sans modification majeure sur nos habitudes constructives. Néanmoins, voilà, l'objectif de valoriser des matériaux biosourcés n'est pas anodine et les écarts peuvent être plus ou moins grands. Ça mérite de se poser les questions en tout cas, puisqu'on a le temps de se projeter sur les 3 prochaines années. Et en particulier, avoir un petit regard sur le fameux module D, donc un petit rappel de tout à l'heure, puisque le module D va valoriser le bénéfice environnemental donc, après destruction théorique. Donc, qu'est-ce que c'est un matériau biosourcé? Voilà une petite définition rapide. C'est un matériau qui stocke du carbone dans sa durée de vie et qui va du coup continuer à le stocker lorsque l'on aura mis dans la construction. Alors, ce tableau, on va le détailler ensemble parce qu'il est quand même assez dense. L'objectif, il est de vous montrer l'impact de chacune des parois traditionnelles qu'on connaît aujourd'hui par rapport au mode constructif qu'on peut avoir. Donc, sur ce petit modèle de 90 mètres carrés qui nous suit depuis notre premier webinaire, vraiment une maison très, très basique, on va dire, avec une orientation plutôt mauvaise. Donc, on a fait d'abord la performance BBio pour être conforme à l'Aéro 2020. Donc, là, en l'occurrence, on avait un BBio moins 31%. Ensuite, on a adapté les différents complexes de murs, à savoir aglo plus doublage 140 mm. À ISO performance, c'est pour ça qu'avec une brique ou une maçonnerie isolante avec un R supérieur à 1, on arrive à descendre à un doublage de 120 mm, toujours en laine de verre. Et enfin, on a fait l'ossature bois, toujours à ISO performance par rapport aux 3 autres complexes muraux. Ici, donc sur les 2 lignes, les 2 premières lignes, c'est la représentation de la valeur d'1 mètre carré de paroi. Donc, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir les comparer et on voit finalement que la partie murale traditionnelle
que ce soit avec ou sans le module D, les écarts sont assez faibles tout de même. On est dans des mêmes ordres de grandeur en termes de performance environnementale. Par contre, dès qu'on va sur l'ossature-bois, et ça confirme la volonté du ministère de dire, en gros, faisons de l'ossature-bois, même si on sait très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se démocratiser demain, on voit que l'impact quand même est divisé par deux. Est-ce que ça a un impact sur la globale d'une maison en particulier et donc sur le global d'un projet? Eh bien, la réponse est quand même oui, malgré tout, puisque si on voit la dernière ligne, l'objectif, il est de vous quantifier l'impact sur la globalité de cette maison, qui est une petite maison, donc avec finalement peu de parois murales. On a un écart, on va dire autour de 0,5%, quelle que soit la maçonnerie isolante par rapport à la base par pain plus doublage 140. Donc finalement, le choix va plus se faire sur la technique que sur la performance environnementale. Ça devient vraiment un choix personnel de chacun, aujourd'hui en tout cas. Et par contre, le fait de passer en ossature bois, on gagne 3%, un peu plus de 3%. Donc, vous allez me dire 3%, ce n'est pas énorme. Néanmoins, 3% par rapport à 640, c'est quand même pas si négligeable que ça, puisque, une fois de plus, il y a de nombreuses lignes optimisables sur un calcul carbone. Donc, si on gagne 3-4% à chaque fois, on peut vite atteindre des gains de 10, 15, 20% sur une globalité de projet. Même remarque, du coup, avec un matériau biosourcé pour la partie isolation de comble. Donc là, on a comparé à de la laine de verre classique avec une fiche individuelle, donc la fiche la plus performante possible. On a comparé la ouate de cellulose, qui est un produit qui a plutôt un bon impact au niveau carbone. Donc là, en l'occurrence, vous avez la première ligne une fois de plus. Donc c'est ACV dynamique plus module D. Je l'avais corrigé, mais je vois qu'il n'est pas apparu, mais ce n'est pas très grave. Vous avez ici du coup l'écart une fois de plus sur la partie paroi, donc au mètre carré de paroi. Et le plus intéressant, c'est vraiment de regarder l'impact sur toujours cette même maison. L'impact, il est de l'ordre de 2% sur du coup 90 mètres carrés de surface, puisque c'est ça dont on parle. Donc 2%, une fois de plus, ce n'est pas si énorme, mais c'est sur une seule ligne, puisque là, on parle vraiment de la ligne isolation de comble. Donc, ce n'est pas si négligeable que ça, et je crois savoir que les écarts de prix ne sont pas si importants. Il y a juste une partie technique qui peut engendrer des difficultés, on va dire. C'est lié au poids de la ouate de cellulose, qui est un peu plus important que la laine de verre. Et enfin, le dernier exemple qu'on voulait vous montrer, c'est la laine de chanvre. Donc, cette fois-ci en paroi verticale, en doublage, à comparer du coup à la laine de verre, toujours avec une performance optimale avec une fiche FDES individuelle. Donc, on a mis la valeur par défaut et la fiche individuelle de la laine de chanvre. Donc, vous voyez que du coup, le gain sur cette maison, il est finalement, si on prend une fiche par défaut, anecdotique, puisque gagner 0%, ça ne change quasiment rien, pour ne pas dire que ça ne change rien. Et le gain sur cette maison, en tout cas sur la partie fiche individuelle, donc sur un produit spécifique, de marque spécifique, il est quand même assez faible. Alors après, les écarts, il faut toujours relativiser, puisque là, on parle sur une petite maison de 90 mètres carrés, donc sur un bâtiment collectif avec de nombreuses surfaces, l'écart va forcément grandir. Tout ça, ça reste bien entendu à quantifier. Quels sont les indicateurs complémentaires? Puisqu'il y a des indicateurs complémentaires donc, qui sont informatifs pour le coup et qui, peut-être à terme, vont devenir contraignants, mais pour le moment, ils sont simplement informatifs. Donc, un IC par bâtiment, donc un impact carbone bâtiment global qui va intégrer le contributeur eau en plus des trois autres qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir chantier, composants et énergie. Un indicateur sur le niveau de stockage carbone. Donc là, ça peut être un indicateur qui va nous du coup valoriser la partie biosourcée, par exemple, puisque c'est une des volontés là aussi du ministère d'avoir du biosourcé. Et enfin, un indicateur de part de données environnementales par défaut. Donc, forcément, plus on a de fiches FDES ou de fiches PEP par défaut, et plus le calcul est moyennement optimisé, disons. Là, en l'occurrence, le fait de mettre cet indicateur, c'est objectif, c'est vraiment de valoriser aussi les projets qui seront à 100% qualifiés par des fiches FDES. Et une petite image pour conclure sur l'aspect carbone. Donc là, je vous ai bien détaillé la partie IC énergie et la partie IC composants. Donc, juste pour conclure sur la partie IC composants, aujourd'hui, on constate que les résultats sont finalement assez peu contraignants
en tout cas à 2022, et que par contre à 2025, il faudra commencer à modifier des choses en prenant le temps sur 3 années de travailler et trouver les bons compromis. Donc ici, un petit exemple sur toujours cette petite maison de 90 mètres carrés qui a donc un impact de 1600 kg de CO2 par an, approximativement, donc 1,6 tonne. Voilà ce que ça représente sur une année, 1,6 tonne de CO2. Donc ça représente tous ces trajets différents, évidemment pas cumulés, hein, au cas par cas. Et de la même manière, cette même maison sur 50 ans, puisque les Français moyens rejettent environ 7 tonnes de CO2 par an. Donc, ça représenterait du coup 12 personnes sur 50 ans. Donc, le fait de gagner 10% ou 20%, 30%, ça peut paraître finalement pas grand-chose. Mais une fois de plus, il y a 120 000 maisons qui se font en France, plus, on va dire, en gros, 400 000 logements en tout, entre 300 et 400 000 logements. Donc, c'est effectivement pas grand-chose à l'échelle d'un projet, mais à l'échelle nationale, c'est quand même pas si anodin que ça. Donc, c'est plutôt pertinent de faire cet effort, même si à l'échelle de la France, on est peut-être petit. Mais néanmoins, c'est bien d'embrayer cette machine. Donc, j'en ai terminé pour la partie carbone. Je vais du coup évoquer maintenant le confort de vie. Donc, le confort de vie, l'objectif du confort de vie, c'est vraiment de prémunir les logements du réchauffement climatique à venir. Donc, on a tous constaté que nos étés étaient de plus en plus rigoureux et de plus en plus chauds. Et surtout que la RT 2012 a fortement valorisé notre confort d'hiver pour plutôt, en contrepartie, avoir un confort d'été plutôt faible, voire mauvais. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire les prochains logements sur l'Aéro 2020 seront plus confortables, en tout cas seront moins inconfortables, je ne sais pas comment il faut le tourner, sur ce confort d'été. L'indicateur dont on va parler, du coup, ça va être le DH, donc pour nombre de degrés heure d'inconfort cumulé, avec un seuil haut et un seuil bas à respecter, qu'on va détailler ensuite. Pour ce qui est de la réflexion du calcul, dites-vous que comment ça va se calculer, c'est le nombre de degrés, le nombre d'heures auxquelles la température sera supérieure aux 28 degrés le jour et à 26 degrés la nuit. Donc, ce qui est déjà pas mal élevé. Donc, admettons qu'il fait 30 degrés. Bien, en gros, on a un écart de 2 degrés le jour pendant 12 heures et de 4 degrés la nuit pendant 12 heures également, le tout cumulé sur le nombre de jours où cet écart est identifié. Donc, si on reprend l'échelle avec le seuil haut et le seuil bas, donc forcément, quand on est en dessous du seuil bas, eh bien, tout va bien. Le projet est non seulement conforme, mais en plus, il est considéré comme confortable toute saison. Donc, tout va bien, vous avez bien travaillé. Là où c'est un peu plus complexe et l'impact va être là aussi mesurable de manière forte, c'est lorsque l'on sera entre les deux seuils. L'avantage, c'est qu'on est conforme. Donc, si on n'a pas besoin, si on est conforme, on n'a pas besoin forcément d'optimiser quoi que ce soit. Néanmoins, l'impact sur les coefficients BBio et CEP en particulier va être progressif et peut devenir vite important. Donc, il va falloir quand même se méfier de ça. Donc, sur la partie BBio, c'est-à-dire besoin de froid, parce que si vous vous souvenez, le calcul du BBio intègre le besoin de froid. Forcément, si on est dans un logement considéré comme non confortable l'été, on va avoir un impact sur le BBio qui est plus ou moins important et qui peut devenir très important. Et de la même manière, pour le CEP, on va devoir intégrer une consommation de froid fictive et progressive, du coup, là aussi en fonction du niveau d'inconfort. Je m'explique. Si le degré heure est à 400, admettons, donc proche du confort normal, l'impact va être relativement faible et mesuré. Donc, nos calculs et notre dimensionnement ne sera pas trop complexe à atteindre. Dès qu'on va aller dans des niveaux d'inconfort très élevés sans pour autant être non conforme, c'est-à-dire mettons 10 200, on va avoir des impacts sur le BBio, on va dire entre 6 et 7 points. Donc, vous imaginez bien que sur un objectif à 60, ça fait environ 10%. Donc, déjà que l'objectif il est difficile à atteindre, si en plus on se pénalise sur ce point, ça va commencer à être très difficile. Et de la même manière, sur le CEP, on va avoir un impact entre 8 et 10 quand on est dans les niveaux d'inconfort très élevés. Donc, ça va simplement, ça nous dit quoi tout ça? Ça veut dire qu'il faut quand même y faire attention, même si on est conforme. Idéalement, c'est d'être le plus bas possible dans ce niveau d'inconfort. Et enfin, si on dépasse 1250, eh bien, pas de sujet, la maison ou le logement est considéré non conforme. Et si c'est non conforme, il faut trouver des bonnes solutions.
Les solutions, quelles sont-elles? La première, évidemment, c'est du bon sens, mais c'est de reprendre la conception globale et a priori l'orientation en général, puisque l'objectif il est quand même de limiter les apports solaires d'été en particulier. Et ensuite, une autre possibilité, c'est de travailler sur des protections qu'on qualifiera de passives, donc avec des masques de toiture qui sont facilement dimensionnables via des petites calculatrices qu'on pourra vous apporter. De l'automatisation de volets roulants, là aussi, pour limiter les apports solaires lorsqu'on n'est pas présent dans le logement. Des vitrages thermiques éventuellement, des brasseurs d'air, des brises-soleil orientables. De nombreuses solutions existent. Attention sur certaines, et en particulier les brises-soleil orientables, à l'impact carbone que cela engendre, puisque vous l'avez bien compris, tous ces coefficients sont complètement reliés pour du coup optimiser le projet et le rendre conforme. Et puis ensuite, eh bien, il y a la dernière solution. Quand je dis la dernière solution, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, on peut faire de la climatisation mécanique pour rendre le logement confortable l'été. Néanmoins, ce n'est pas la solution miracle, hein. Si je vous dis ça, c'est parce que la volonté du ministère n'est certainement pas de faire de la clim à outrance dans tous les logements pour les rendre confortables l'été. Mais bien entendu, de continuer à avoir cette réflexion de performance globale d'enveloppe et donc de protection fictive qu'on évoquait juste avant. Puisque si vous voyez ici, l'impact sur le BBio de mettre de la clim n'est quasiment pas, reste inchangé, pardon, puisque le niveau de confort étant toujours plus ou moins important, ce n'est pas le fait d'avoir mis de la clim qui change cet apport de ce besoin de refroidissement, au contraire. Et le CEP, de la même manière, quand je vous dis que l'impact sera entre 3 et 8, et tout à l'heure, je vous ai dit entre 0 et 8, 10, c'est que l'impact, il est de plus de 3 à 8 kg par rapport à la base forfaitaire. Autrement dit, les consommations réelles seront toujours supérieures aux consommations fictives identifiées. Voilà pourquoi démocratiser de la clim n'est pas forcément la solution miracle. Et surtout, c'est vraiment la solution plutôt ultime à valoriser pour éviter de se pénaliser sur les consommations de CEP, puisque les réglementations, une fois de plus, ont pour objet de limiter l'impact aussi sur les factures et donc sur les consommations, que ce soit l'hiver, mais également l'été. Donc, voilà, on a fait le tour sur la partie carbone et sur la partie confort d'été. Un petit rappel rapide des obligations de moyens qui seront quand même dans la RE 2020, à savoir la mesure où l'estimation des consommations va rester. Ça, c'était l'article 23, ça va devenir l'article 40. Les niveaux d'étanchéité à l'air restent également constants, à savoir 0,6 en maison et 1 en logement collectif, même si le fait d'être meilleur que ça va nous valoriser fortement dans nos calculs. Le 1/6 de vitrage, pareil, reste constant par rapport à la chable, pardon. Et les ratios de pont thermique, les garde-fous qu'on connaissait en RT 2012 restent également. Donc, il faudra toujours être performant sur cette partie-là. Deux nouveautés, enfin une nouveauté en particulier, c'est l'obligation de contrôle des ventilations. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu nébuleux de comment ça devra être fait, puisque ça a été indiqué, mais il n'y a pas eu de fiche d'application. Néanmoins, vous devrez une validation de la conformité des ventilations en fin de chantier. Donc ça reste à caler, mais c'est une nouveauté importante à prendre en compte. Et enfin, donc, le ministère nous a annoncé la création de labels plutôt à 1 an après sa mise en place, à savoir plutôt sur 2023. L'objectif de ces labels, il est bien entendu de nous préparer à la progressivité des objectifs et donc, du coup, commencer à trouver des solutions sur ces aspects-là et accompagner d'incitations financières. Ça, c'est ce qui a été annoncé. Est-ce que ce sera le cas? Nous verrons bien. Donc, voilà pour la partie RE 2020. Donc, finalement, la difficulté, elle est beaucoup sur la partie énergie et beaucoup moins, sans pour autant être simple, sur la partie mode constructif, en tout cas dans un premier temps, et dans 3 ans, on en reparlera. Et puis sur la partie confort d'été, j'en ai pas beaucoup parlé, mais attention sur les zones sud de la France en particulier, où on voit que les impacts seront quand même relativement forts, pour ne pas dire très forts. En revanche, sur les autres zones géographiques,
on est contraint, mais on est contraint de manière assez mesurée tout de même. Donc, si on trouve de bonnes solutions, on devrait atteindre nos objectifs sans trop de difficultés. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais mettre fin à ce webinaire et je vous remercie pour votre attention. Une fois de plus, je vous invite à envoyer vos autres questions ou vos demandes sur l'adresse mail webinaire@energis.fr. Bonne journée à tous, à bientôt.